Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, merci de vous être inscrit. Je me présente, moi c'est Aziza, je suis consultante chez QuickMS. On va commencer ce webinaire en vous présentant les 10 indicateurs clés pour suivre vos effectifs. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la plateforme du webinaire, vous avez à vos dispositions deux sections. Le chat qui est en bas, n'hésitez pas à nous dire bonjour ou à nous dire si la qualité de son est bien. La section questions dans laquelle vous pourrez nous faire part de vos questions et vous aurez des réponses au fur et à mesure. Et également, il y aura trois sondages tout au long de cette présentation. Donc, il y a un onglet également de sondage en bas de votre écran. Donc, on vous demandera d'aller y répondre au fur et à mesure. Voilà. Ok, bon, merci à toutes et à tous d'être là, de participer à ce webinaire. Alors, on va vous faire participer, comme vous l'a dit Aziza, hein, donc soyez prêts, ayez votre clavier à portée de main pour réagir et pour poser vos questions, pour répondre donc aux questions qu'on pourra vous poser au cours du webinaire. Donc, je vais partager mon écran le temps que tout le monde arrive. Ça arrive petit à petit. On a des personnes qui nous disent bonjour dans le chat. Ok. Alors, Aziza, je te laisse me dire si c'est OK pour le partage d'écran. Yes, c'est en cours, ça charge. C'est bon, on voit. OK, c'est bon. Bon, alors déjà, je vais commencer par me présenter. Aziza s'est présentée. Moi, c'est Nicolas Ercolano. Je suis chef de produit graphique chez QuickMS. Et QuickMS, qui on est? On est une société d'une quarantaine de personnes, une scale-up qui travaille dans le domaine des logiciels RH. Et ce qu'on vous propose, quelle est notre mission? Ce qu'on souhaite faire, c'est améliorer le dialogue en entreprise. Et pour améliorer le dialogue en entreprise, on vous met à disposition, donc on vous offre des outils qui vont vous permettre de gagner du temps, de diminuer vos contraintes et d'avoir plus de temps disponible pour ce dialogue et qui vont servir de support à ce dialogue aussi. Tout ça au travers de deux outils. Donc on a deux outils qu'on édite, graphiques, donc je suis chef de produit et qui est l'outil un peu historique de QuickMS, le premier produit mis en place par QuickMS, qui est notre plateforme de reporting social, avec laquelle vous allez pouvoir mettre en place la BDESE notamment, vous allez pouvoir mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs, tous alimentés par la DSN. Donc ça, c'est notre premier produit. Le deuxième produit, Crew, qui est notre People Management System, va vous permettre d'améliorer le dialogue social, là, cette fois, au travers des entretiens, va permettre de faire remonter vos besoins de formation, de mettre en place du feedback tout au travers de votre entreprise. Et donc, vous trouverez tout le détail de ces deux outils. Ce n'est pas l'objet du webinaire, mais voilà, vous trouverez le détail de ces deux outils. C'est pour se présenter. Dans la présentation vous sera envoyée quelques jours après ce webinaire. Voilà, donc on va attaquer le cœur du sujet. Donc, nos 10 indicateurs de suivi des effectifs. Alors, pour commencer, on va commencer par un premier indicateur qui va pas... L'objet, c'est pas ici de suivre vos effectifs, mais de déterminer votre méthode de calcul. Alors, pourquoi faut-il déterminer une méthode de calcul? C'est simple, vous allez devoir suivre un effectif et il faut déterminer une méthode de calcul parce que vous allez pouvoir suivre son évolution au fil du temps. Donc là, on vous présente un indicateur qui a le mérite de vous permettre de faire le choix. Donc vous voyez les différentes méthodes de calcul dans la légende à droite, donc effectif ETP calendaire, effectif inscrit, effectif personne physique, effectif présent. On va voir après comment c'est défini. Et vous voyez un petit peu les variations. Donc vous voyez déjà que, quelle que soit la méthode, en fait, les variations, elles vont être similaires. Elles ne vont pas être du même ordre de grandeur, mais vous allez avoir le même type de variation, diminution, quelque chose de... augmentation.
Et après, derrière, les ordres de grandeur vont différer. Et c'est en fonction de vos problématiques, en fonction aussi de la nature de votre activité, que vous allez choisir l'un ou l'autre des modes de calcul. Ils ont tous leurs mérites, leurs inconvénients. Après, c'est à vous de sélectionner la méthode de calcul. Alors, on va voir un petit peu plus ça en détail. Donc là, l'idée, c'est que vous allez vous mettre avec votre direction, avec votre DRH, et vous allez lui présenter les différentes méthodes de calcul, et vous allez décider de laquelle vous allez retenir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode de calcul? On a les effectifs inscrits. Donc ça, c'est un effectif une méthode dans laquelle vous comptez par contrat. Et donc là, vous avez 3 types de calculs. Vous avez le fin de période, vous avez le sous-contrat et tous les contrats du mois. Donc, tous les contrats du mois, on va commencer par celui-là. Bon, c'est un contrat vaut 1, et si j'ai 3 contrats dans le mois, je compte 3. En revanche, si je prends fin de période, on regarde que la fin de période, et on regarde sortie le dernier jour inclus. Donc on compte tous les contrats qui sont que j'ai en fin de période, y compris ceux qui sont sortis le dernier jour. Et enfin, le sous-contrat, qui est un peu plus compliqué, mais qui ne comprend pas ceux qui sont sortis le dernier jour, parce qu'on compte que les contrats actifs le dernier jour, mais elle a un grand mérite, cette méthode, c'est que vous allez pouvoir faire rapprocher ça avec les entrées-sorties. Vous prenez l'effectif sous-contrat du mois dernier, vous prenez les entrées du mois, vous enlevez les sorties du mois, et vous retombez sur l'effectif sous-contrat de ce mois-ci. Donc vous retombez toujours sur vos pattes comme ça. Donc c'est quand même intéressant. On a également les méthodes de comptage de personnes physiques. Donc de personnes physiques, ça veut dire qu'un salarié vaut 1, on ne se soucie pas du nombre de contrats qu'il a eu, et on ne se soucie pas du temps qu'il a travaillé. Il peut avoir travaillé un jour, il peut avoir travaillé tout le mois, il vaudra toujours 1. Donc là, on compte l'identité, en fait, les identités différentes de salariés. Alors ça, c'est intéressant pour voir la quantité de personnes auxquelles on a affaire. En revanche, effectivement, on ne pondère pas ça du tout avec on va dire le temps de travail et l'importance que le temps de travail du salarié dans l'entreprise. Et pour le temps de travail, on a la dernière méthode, enfin famille de méthodes, qui est l'ETP, que vous connaissez sûrement, donc l'équivalent de temps plein, où le contrat est proratisé en fonction du temps de travail. Alors attention, temps de travail, je dis, c'est un peu abusif, c'est des différentes méthodes de calcul de temps. Donc vous voyez qu'on a plusieurs façons de calculer des ETP. On peut calculer un ETP contrat. Donc là, on va regarder le prorata du temps contractuel. Donc si quelqu'un est à 80%, il va compter 0,8. S'il est à 50%, il va compter 0,5. Peu importe finalement s'il est arrivé en cours de mois, s'il a été là tout le mois, etc. C'est vraiment, je regarde mes contrats et je regarde la force de travail qui est disponible là, maintenant, dans mes effectifs. Le TP calendaire, on va venir prendre le TP contrat, on va lui rajouter le fait qu'il la personne a été là qu'une certaine période pendant le mois, par exemple. Si la personne est arrivée le 15 du mois, même s'il est à temps plein, je vais compter 0,5. Donc on comptabilise les entrées-sorties. Si la personne est sortie le premier jour du mois, je vais compter que 1/30 de son temps de travail. Voilà. Mais on reste sur quelque chose de théorique. C'est-à-dire qu'en réalité, la personne, elle était peut-être absente. Donc finalement, ça, on ne le prend pas en compte à cet endroit-là. Et enfin, on va regarder le TP payé, où on va là comptabiliser les heures payées, et on va proratiser sur le temps de contrat mensuel, le temps prévu au contrat au niveau mensuel. Et là, par contre, si la personne était absente, qu'elle n'était pas payée, du coup, ça va se voir sur cet ETP payé. Donc là, on est sur quelque chose, sur un ETP réel, cette fois. Voilà, donc vous avez eu un aperçu de toutes les méthodes de calcul qu'on utilise en général. Alors, il y a aussi l'ETP légal, qu'on n'a pas mentionné ici, parce que ce n'est pas quelque chose qui va être intéressant pour le suivi de vos effectifs.
En revanche, ça peut être intéressant de le regarder, le TP légal, parce que c'est lui qui est utilisé pour définir les seuils, donc pour vos cotisations, pour votre CSE, pour savoir si vous avez besoin d'un CSE, enfin, si vous devez mettre en place un CSE. Donc ça, c'est à partir de la définition de l'ETP légal, et donc qui se base non pas sur le temps contractuel, mais sur le temps de travail légal. Est-ce qu'on a des questions, Aziza, Non, sur cette pas de définition? questions. Ah, je crois qu'il y en a une qui vient, oui, de la part d'Audrey, qui nous demande quelle méthode conseillez-vous? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne vais pas vous conseiller une méthode en particulier. Je peux vous dire que la plupart des entreprises vont regarder du fin de période. Pas parce que c'est forcément le meilleur indicateur, il n'y a pas de meilleur indicateur, hein, mais c'est sans doute le plus simple à mettre en place, le fin de période. Après, sur les autres méthodes de comptage peuvent être intéressantes dans d'autres cas de figure. Je pense notamment à l'ETP. L'ETP payé est pas mal utilisé par les entreprises qui ont beaucoup de saisonnalité et qui ont des contrats courts, donc des contrats saisonniers par exemple. À ce moment-là, peut-être que l'ETP payé va être plus intéressant que le fin de période, parce que le fin de période ne va pas être très représentatif de la réalité et ne va pas vraiment retranscrire les variations de l'effectif. Donc c'est vraiment, je ne peux pas vous donner une méthode de calcul qui va marcher pour tout le monde. Ça n'existe pas. En revanche, je vous dis, voilà, ça va vraiment dépendre de votre activité. Le plus répandu, on va dire, sur des compagnies qui ont une majorité de CDI, des entreprises qui ont une majorité de CDI et des effectifs qui varient, mais qui ne varient pas forcément à une échelle de temps très fine. À ce moment-là, le fin de période peut convenir tout à fait, et ça a le mérite d'être assez simple à calculer. On peut continuer? Yes, pas de retour ni dans le chat ni dans la section des questions. Et Audrey, nous te remercie. De rien. On continue. Alors, on va continuer un petit peu sur la famille ETP. Cette fois, donc, on va comparer en fait l'ETP payé et l'ETP calendaire. Donc, j'en ai un peu parlé là à l'instant, et donc on voit là, donc en bleu, on a l'ETP calendaire. Donc, comme je l'ai dit, l'ETP calendaire, ça va vraiment représenter votre force de travail théorique. Et en vert, vous avez l'ETP payé. Et vous voyez que la courbe bleue est au-dessus de la verte. Et en fait, ça va toujours être le cas. Alors, je vais faire appel à vous. Selon vous, pourquoi et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Pourquoi il y a une différence entre les deux? Qu'est-ce que ça représente, cette différence entre le vert et le bleu, entre l'ETP payé et l'ETP calendaire? Et pourquoi on n'atteint pas jamais complètement l'ETP calendaire avec l'ETP payé? Donc, vous pouvez répondre dans le chat, hein. Alors là, on a des personnes qui commencent à écrire. Dès que j'ai des réponses, je te les transmets. Ok. Alors, on a Marici, si je prononce bien votre prénom, elle dit que c'est l'impact de l'absentéisme. Effectivement, Marizy, bonjour d'ailleurs, Marizy, on se connaît. Oui, effectivement, c'est exactement ça, hein, c'est l'absentéisme qui va venir impacter. En fait, on a une force de travail théorique avec le TP calendaire, mais malheureusement, un phénomène que vous connaissez tous et toutes, l'absentéisme, qui va faire que, en fait, on reste toujours en dessous au niveau TP payé. Et donc, on n'a jamais complètement le TP payé équivalent à l'ETP calendaire, sauf, on va dire, dans des petites structures, sur des périodes sans absence, on peut effectivement avoir de la chance. Sur des grosses structures, on aura toujours un impact. Voilà. Donc, effectivement, la différence, elle est là. Effectivement. Alors, donc là, vous avez les formules de calcul, hein. On les a un petit peu vues tout à l'heure. ETP calendaire, c'est temps contractuel sur le temps de référence qu'on proratise avec les entrées-sorties par rapport au temps de la période. Et le TP payé, on va prendre les heures rémunérées, on va les diviser par le temps de référence. Allez, on poursuit, et cette fois, on va commencer à regarder la composition de nos effectifs. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et l'âge,
On va commencer par l'âge. Donc, vous connaissez sans doute les pyramides des âges, hein. Là, ici, la seule différence, c'est qu'on a fait une double pyramide. On l'a segmentée par genre. Et donc, la segmentation par genre, ça peut permettre de détecter des problématiques qu'on a sur un des genres et pas sur l'autre. Alors ça, après, ça va dépendre des entreprises, bien sûr. Alors, classiquement, une pyramide des âges, ce qui est recommandé, effectivement, c'est d'avoir une pyramide, on va dire, une vraie pyramide, quoi. Donc, plutôt ce style, avec une base assez large et qui s'affine un petit peu devant. Bon, c'est pas forcément impératif. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir la pyramide inversée, hein, la toupie, donc où finalement vous avez un faible renouvellement des générations dans votre effectif. Donc, alors pour indication, on a chez QuickMS, on est plutôt une pyramide un peu classique. Et après, l'inconvénient par contre de cette pyramide, c'est intéressant de la regarder, je dirais une fois par an, hein, pas plus, parce que cette pyramide, après, au mois le mois, ça ne va pas vous apprendre grand-chose. Elle ne va pas changer de forme du jour au lendemain. Et donc, vous suivez ça de manière assez espacée. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est l'âge moyen. Donc là, contrairement aux pyramides qui sont vraiment des photographies de votre effectif, là, on va regarder l'âge moyen, on va pouvoir regarder son évolution. Et ça va peut-être vous apprendre des choses. Alors, nous, chez QuickMS, par exemple, il y a eu la période en fait, entre 2020 et 2021 où il y a eu une grosse évolution. En fait, en 2020, la société était encore un peu jeune et il y avait des effectifs qui avaient une moyenne d'âge de 28 ans. Puis la société a commencé à grossir et puis a voulu étoffer ses effectifs en mettant des managers. Et en fait, sur 2021, la moyenne d'âge est passée à 32 ans, donc c'est plus 4 ans, donc ce qui est quand même assez significatif sur une petite société. Et voilà, donc c'est un exemple de variation qu'il peut y avoir et qui, bon là, en l'occurrence, s'expliquait très bien. Ok, on va passer à une autre composante de vos effectifs. Ah oui, pardon, j'ai oublié. On a des petites statistiques qu'on récupère en fait en compilant l'ensemble des données de nos clients. Donc là, cette statistique date de l'année dernière sur plusieurs millions de bulletins et sur 200 clients, un peu plus de 200 clients. Donc on avait un âge moyen des CDI 41 ans, âge moyen des CDD 34 ans. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc là, QuickMS, on était en dessous, mais en fait, en réalité, si vous êtes autour de 40 ans d'âge moyen, vous êtes tout à fait dans la norme. Vous aurez quelques petits encarts comme ça qui vous donneront des stats, donc soit issus de notre propre benchmark, soit issus de benchmarks publics. Alors, on peut prendre effectivement une autre composante maintenant. Donc, je ne sais pas si je ne suis pas arrêté là. Je ne sais pas s'il y a des questions, Aziza. Non, ne t'inquiète pas, je te dirai dès que j'ai des Ok, super. L'ancienneté. Donc là, cette fois, on va regarder l'ancienneté. Alors, pourquoi on va regarder l'ancienneté ? On va regarder la composition de l'effectif. Là, en fait, on va regarder si on arrive à fidéliser nos talents. Et donc, si on a une trop forte proportion d'ancienneté faible, ça peut être le signe qu'on a du mal à retenir les personnes. Donc, il va falloir venir interroger notre processus d'onboarding, comment on accueille les nouveaux collaborateurs, parce que peut-être qu'il y a un problème de ce côté-là. Donc voilà, les effectifs, on parle d'indicateurs sur les effectifs, on n'est pas là juste pour compter les personnes, hein, c'est vraiment pour en tirer des enseignements et agir ensuite. Alors attention, quand vous faites ce graphique-là, ce tableau-là, pardon, à bien filtrer sur les CDI seulement. Parce qu'effectivement, ça n'a pas trop de sens d'inclure les CDD qui vont avoir tendance à baisser votre ancienneté moyenne.
mettre tout le monde dans la tranche 0-2 ans, grossir la tranche 0-2 ans, alors que c'est tout à fait normal dans le cadre des CDD. Voilà, donc après, vous regardez votre répartition et vous en tirez vos enseignements. Voilà, donc après, derrière, bien sûr, la répartition, il n'y a pas de répartition cible parfaite, ça va vraiment dépendre aussi de vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez comme type d'expérience, de quoi vous avez besoin pour que l'entreprise réussisse. Alors pour l'ancienneté, dans notre benchmark, on a 8 ans d'ancienneté en moyenne pour les CDI. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu. Donc là, on est sur l'ancienneté moyenne. Après, l'ancienneté moyenne, ça va là, c'est un autre élément que vous pouvez choisir. On ne l'a pas mis ici, mais c'est un peu comme l'âge moyen. Ça peut vous permettre de suivre l'évolution, à défaut, plutôt que de voir la photographie à un instant T. Allez, on passe à la suite. Cette fois, on va regarder un indicateur qu'on appelle dual axe. Donc, cet indicateur, oui. Juste avant que tu passes, on a des questions dans le chat. Donc, la première question de Mélanie qui dit « Est-ce qu'il est possible d'avoir ces données sur les années précédentes, 2020-2021, sur le même tableau ?» Alors, sur le même tableau, non. Sur le même tableau de bord, oui, c'est possible. On peut tout à fait, en fait, on va dupliquer l'indicateur et puis regarder sur 2 périodes, zoomer sur 2 périodes différentes. Après, dans l'outil, je pense que vous parlez de graphique. Dans l'outil, c'est le meilleur moyen d'avoir les deux sur le même tableau, enfin sur la même page. C'est de produire 2 fois avec 2 périodes différentes. Voilà, c'est une façon aussi, effectivement, de regarder l'évolution, parce que du coup, on aura une évolution plus précise que si on regarde l'évolution de la moyenne. Voilà. Allez, j'espère que j'ai répondu. On n'a pas de retour de Mélanie. Bon, okay. Je pense qu'a priori, oui. Bon, on verra après, on pourra revenir dessus s'il faut. Oui. Donc là, cette fois, on va regarder comment mettre en avant les tendances. Donc là, l'idée de cette... donc on vous présente celui-ci parce qu'il est intéressant. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'à la fois, vous pouvez analyser, en fait, avoir le détail de vos effectifs par type de contrat, CDI, CDD, mais vous avez aussi, sur le même graphique, donc vous allez pouvoir regarder l'évolution de chaque catégorie, donc le nombre de CDD, nombre de CDI, mais aussi vous allez pouvoir regarder l'évolution de l'effectif global. En fait, si vous regardez juste les bâtonnets, vous allez vraiment... en fait, vous allez avoir une idée de la variation de chaque type de contrat. Donc là, par exemple, on voit qu'on a beaucoup de CDD sur le mois de mars. En revanche, on a du mal à visualiser le cumul des deux. On n'est pas câblé, on n'a pas le cerveau fait pour bien empiler les deux visuellement, ça passe pas. Et donc, c'est là que la courbe vole à notre secours et nous permet de voir la variation de l'ensemble. Donc, on va pouvoir voir la courbe en bleu qui va nous montrer la variation de l'ensemble. Et en fait, on se rend compte que la variation entre février et mars, elle est quand même assez énorme. Alors bon, évidemment, elle n'est pas sur une échelle 0. On voit sur dual axe, il y a 2 axes. Il y a une échelle 0 qui part à 0 pour les effectifs par type de contrat. En revanche, le global est un peu exagéré, volontairement, on va dire, pour bien montrer les variations, en prenant une échelle qui démarre à 492, donc qui démarre quand même déjà assez haut. Pour autant, ça va vraiment nous permettre de visualiser les variations vraiment de manière criante. Donc là, on met en valeur les tendances, et après, derrière, le détail par type de contrat nous permet d'expliquer, de comprendre les variations. Donc là, on le fait avec le type de contrat. Bien sûr, ça peut se faire avec d'autres axes d'analyse, comme par exemple le statut conventionnel, donc auquel cas vous allez analyser par catégorie socio-professionnelle, donc technicien agent de maîtrise, employé, cadre, ouvrier. Ça va vous permettre de bien comprendre où se situe, à quoi est due la variation de vos effectifs.
Allez, on parle justement de variation. Alors, une autre façon de décomposer la variation de vos effectifs. Donc là, la courbe du haut nous montre l'effectif global, et après, les différentes tranches nous montrent l'évolution de chaque tranche. Donc là, on voit par exemple que c'est le nombre d'employés qui a un peu piloté le global, la variation de l'effectif global. C'est surtout dans la tranche la plus basse, en orange, qui pilote la variation de l'effectif global dans cet exemple-là. Donc on met en place, donc on voit bien l'évolution des effectifs, et on voit à la fois où se situent les variations, dans quel statut conventionnel se situent les variations. Allez, on passe à la suite, et cette fois on va parler de QVCT, donc on va parler de la durée des trajets de nos employés. Donc là, l'idée de cet indicateur, c'est qu'il va vous montrer où sont situés géographiquement vos employés, où est-ce qu'ils habitent, et de ce fait, la distance qu'ils vont parcourir pour venir sur leur lieu de travail. Alors, en réalité, on n'arrive pas à mesurer directement le temps de trajet, mais on arrive quand même à mesurer la distance visuellement. Donc là, on est sur une entreprise située à Antibes. Donc beaucoup de collaborateurs sont situés à Antibes et autour. Et pour l'instant, on va dire toutes les... Donc je vais vous montrer avec le stylet. Hop. Donc toute cette zone-là, on ne va pas trop s'en préoccuper. On sait que, bon, si on met de côté les embouteillages, on a des personnes qui vont quand même se rendre sur leur lieu de travail assez rapidement. En revanche, il va falloir s'intéresser à ces personnes-là. Et pourquoi ? Parce qu'on sait que des temps de trajet importants, au-delà d'une heure, vont être des facteurs qui peuvent pousser les salariés à quitter l'entreprise. Et donc, il va falloir faire attention à ces salariés-là. Donc, derrière, vous n'avez pas forcément beaucoup de leviers à votre disposition, mais vous avez, par exemple, la possibilité de leur proposer plus de télétravail. C'est une possibilité, hein. Je ne dis pas que ça s'applique dans tous les cas, évidemment, mais si vous en avez la possibilité, c'est quelque chose qui peut s'offrir comme levier d'action. Et plus de télétravail, donc je ne sais pas si on va en parler un petit peu. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez mis en place du télétravail, et surtout à quel rythme. Donc ça va être la question qu'on va poser. Donc pour indication, en Île-de-France, le trajet moyen, donc ça c'est des statistiques publiques, le trajet moyen en Île-de-France était donc c'est statistique de 2021, et c'était de 44 minutes en moyenne en Île-de-France, 30 minutes dans les autres régions. Et vous, de votre côté, du coup, est-ce que, au niveau de télétravail, qu'est-ce que vous avez mis en place, à quel rythme vous travaillez? Donc, je vous laisse répondre dans l'onglet sondage. Yes, là, je vous invite à aller dans le troisième onglet en bas de votre écran, où il y a écrit sondage. Et donc, on vous a posé la question. Donc là, les personnes commencent à répondre. Je t'attends quelques instants avant de commenter les résultats. Déjà, on a donc 33% des répondants qui font du 2 jours par semaine de télétravail. Ah, ça a bougé. Ça a été, c'est pareil que 1 jour par semaine en télétravail. Donc, le 1 jour et 2 jours par semaine de télétravail sont ex aequo à 27%. On a 3 jours par semaine et libre à chacun de faire comme il veut à 18%. Et on a 9% full télétravail. Donc, c'est un peu ex aequo. Donc, on a quand même une réponse en full télétravail. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Donc, pas de bureau du tout. Alors, nous, pour la petite histoire, nous, on est en LibreOffice. Donc, donc là, il n'y a pas d'obligation de venir au bureau. Il y a des personnes qui vont travailler en full télétravail, qui d'ailleurs habitent, pour le coup, sur cette cartographie, il faudrait dézoomer beaucoup parce qu'elles habitent vraiment à l'autre bout de la France. Et à l'inverse, des personnes qui vont venir
beaucoup plus régulièrement au bureau, mais en fait, c'est complètement libre. Et effectivement, full télétravail, bon, on n'y est pas passé, hein, c'est pas forcément l'idée, mais je crois que c'était passé dans la tête de notre CEO à un moment donné. Voilà, donc merci pour vos réponses, merci pour votre Juste participation. un dernier vote retardataire qui a chamboulé tous les résultats. On a 2 jours par semaine qui sont passés en tête avec Ah oui. 31%. Donc, Oui, alors oui, effectivement, le plus classique, on va dire quelque chose qui maintenant est avec le passage de la pandémie, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient qui n'avaient pas de télétravail hein, du tout. Là, c'est vrai qu'on maintenant le télétravail est assez répandu et souvent on est autour de 1 ou 2 jours par semaine. Ok, donc c'est intéressant de voir un peu l'évolution des pratiques. Chaque fois qu'on fait ce webinaire, en fait, on a des réponses qui sont un petit peu différentes. Et ça évolue. Ça évolue en général vers un peu plus de télétravail. alors, on a Véronique qui nous fait un retour dans le chat qui nous dit que chez eux, c'est 5 jours sur 5, donc c'est full télétravail. C'est full télétravail, d'accord. Allez, on passe à un autre indicateur. Cette fois, on va regarder donc la gestion des emplois et des parcours professionnels. Hein, c'est le nouveau nom de la GPEC. Merci Aziza de m'avoir fait la remarque. Donc, on va regarder comment évoluent les salariés de votre structure. Donc, en fait, cet indicateur, il va vraiment mettre en lumière les promotions. Donc, les promotions dans votre structure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vérifier la répartition de ces promotions. Parce que là, si on regarde le nombre absolu, donc c'est le cas donc avec les barres bleues et vertes. Les barres bleues vous donnent les effectifs, les barres vertes vous donnent, donc les histogrammes verts vous donnent le nombre de promotions. Là, visuellement, c'est très compliqué de savoir si on promeut autant les cadres que les techniciens ou que les employés. On voit bien que on voit pas grand-chose en fait. Hein. On voit le nombre, à part faire le calcul de tête. Visuellement, on voit pas grand-chose. Par contre, la courbe, on est encore sur un indicateur dual axe, la courbe qui vient se superposer va vous donner les ratios qui correspondent à chaque population. Et du coup, là, on se rend compte que voilà, à notre population de cadres, on ne leur propose pas autant de promotions, et loin de là, qu'aux techniciens agents de maîtrise, par exemple. Donc, voilà, de ce côté-là, on peut avoir une problématique au niveau des cadres. Alors, c'est forcément plus difficile parce qu'il y a moins de postes. C'est potentiellement ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et donc là, voilà, on va, grâce à ce graphique, mettre ça en lumière. Donc ça, c'est vraiment sur la partie gestion des emplois et parcours professionnels. Alors, on a un retour dans le chat, Nicolas, de la part de Michael, qui nous dit promotion homme-femme aussi peut être très intéressante. Tout à fait. En fait, c'est vrai que vous pouvez faire exactement la même chose. C'est une très bonne remarque, Michael. Surtout que dans l'optique de votre index, il va falloir surveiller ça de près, notamment. Je dis l'index, mais c'est de manière générale pour promouvoir l'égalité homme-femme. Hein. Donc là, vous pouvez avoir le même type d'indicateurs sur une répartition par genre. Et à ce moment-là, là, pareil, vous allez voir le ratio et ça va être intéressant de regarder le ratio plutôt que de regarder juste votre population, parce que si vous avez un fort déséquilibre au niveau de votre population, vous n'allez pas voir grand-chose, pas pouvoir comparer les deux de manière de manière significative. Alors, justement, on parlait d'égalité homme-femme. On a une autre manière aussi de suivre. Alors, cette fois, on va regarder l'évolution des effectifs. Hein, on ne regarde pas les promotions. Mais là, alors ceux qui ont suivi le webinar sur la masse salariale ne seront pas dépaysés. Effectivement, on reprend un petit peu le même principe. En fait, on va sortir du traditionnel camembert, hein, le bon vieux camembert qui vous montre la proportion entre les hommes et les femmes. Alors, il est très beau ce camembert, mais il a un gros problème, c'est qu'il va vous montrer que la photo à l'instant T, il ne va pas vous montrer comment ça évolue.
Alors, c'est ça qui est intéressant dans une structure comme, par exemple, qui travaille dans le maritime. Vous allez de toute manière avoir un fort déséquilibre parce que, au niveau des marins, il y a quand même une très, très grande, une écrasante majorité d'hommes. Pour autant, ça peut être intéressant de regarder la variation et de montrer qu'on a quand même fait des efforts pour former et recruter des femmes même dans ce milieu-là. Donc c'est la variation qui va être intéressante, et ça, ce graphique-là permet de le montrer, parce que vous allez voir vraiment la proportion au fil du temps. Donc Et je là, te fais un retour de Marizy dans le chat qui est tout à fait d'accord avec toi. Oui, effectivement. Donc vous l'aurez compris, Marizy qui travaille dans le maritime. Voilà, la courbe doit aller vers le milieu. Alors, elle doit aller vers le milieu. On sait que pour certaines professions, ça va être très compliqué, voire impossible. Enfin, ce sera impossible. Mais pour autant, c'est pas la direction doit être la bonne. Allez, on arrive sur les problématiques de management. Donc, on est toujours sur les effectifs. Cette fois, on va comparer nos effectifs. On va regarder le taux d'encadrement. Donc, le taux d'encadrement, c'est quoi? C'est le nombre de salariés qui sont encadrés par chaque manager. Alors, c'est une moyenne, évidemment. Donc là, ici, le graphique permet de le voir par société. On peut le faire par établissement. Et ça va nous permettre de voir un petit peu la politique de chaque société, éventuellement de détecter des problèmes si on arrive sur un trop fort taux d'encadrement, trop fort nombre de personnes managées, on peut mettre les managers en difficulté, donc il faut peut-être agir là-dessus aussi et recruter plus de managers ou promouvoir des personnes, créer des postes de managers. Voilà, donc ça, ce graphique vous permet de visualiser ça. Là, on voit que ça varie entre 9 et presque 15 personnes par manager. Donc, tout dépend après, derrière, évidemment, du métier de l'entreprise et de comment se structure l'activité de l'entreprise, comment sont conçus les postes de manager aussi. Donc, nous, on aimerait savoir... Alors oui, petite remarque aussi, avant de vous poser la question, la tendance en ETP peut être intéressante. Pourquoi? Parce que ça peut permettre de moduler un petit peu. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui va encadrer des personnes, essentiellement des personnes à mi-temps, le boulot va être sans doute un peu moins difficile que pour quelqu'un qui manage que des temps pleins. Donc voilà, donc ça peut... Et inversement, en fait, une personne qui est en temps partiel, qui est manager, mais qui est en temps partiel, forcément, sa tâche va être plus difficile. Voilà, donc ça peut être intéressant de ramener ça en ETP pour faire ce ratio. Alors, selon vous, donc on va passer à la question. Avant que tu passes à la question, Nicolas, on a une question dans le chat de la part de Sylvie qui nous demande « Bonjour, pour une question en fin de webinaire, Nicolas a parlé d'un webinaire sur la masse salariale. Comment faire pour pouvoir voir le replay? Je vous remercie. » Alors, je ne sais pas si vous pouvez récupérer le replay a posteriori. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on fait ces webinaires une fois par semestre. Donc là, on devrait les refaire au printemps 2023. Mais sinon, à la limite, je vais demander à la personne qui s'occupe des vidéos s'il est possible de vous la transférer. Voilà. Vous transférer si on a encore la possibilité de pousser la vidéo. Mais sinon, ces webinaires sont vraiment refaits chaque semestre. Sinon, si vous voulez, je viens de vous mettre le lien de notre page QuickMS dans laquelle vous pouvez aller vous inscrire et y voir en fait la liste de l'ensemble de nos webinaires. Oui, tout à fait. Donc, vous avez aussi les prochains. Donc, c'est toute une série, les 10 indicateurs RH. C'est une série de webinaires qu'on anime sur le thème des 10 indicateurs, et vous allez avoir plusieurs thématiques, l'absentéisme, la masse salariale et aujourd'hui les effectifs. Voilà, donc entrée-sortie aussi, formation. Voilà, donc je vous parle de quelques-uns d'entre eux. Voilà, donc on va passer à la suite. Poser une question sur vos pratiques de votre côté. Selon vous, combien de personnes peut-on manager? Vous pouvez répondre soit avec effectivement le selon vous,
ou avec ceux qui se pratiquent dans votre entreprise. Donc, comme ça, on aura un petit peu un aperçu de ce qui peut se pratiquer selon vous. Yes, donc là, pareil, vous pouvez vous rendre dans votre onglet sondage tout en bas. Donc, vous avez une question, combien de personnes peut-on manager? Donc, on a déjà des réponses, Nicolas. Donc, pour 40% de nos participants, eux, ils estiment qu'on peut manager 5 personnes, 18% 4, 18% aussi des réponses pensent qu'on peut manager 8 personnes. Et le reste, donc on a 9% pour 7 et 10 collaborateurs. Ou plus D'accord. de 10 aussi. Ça change, hein, parce qu'on a des réponses au fur et à mesure, donc je pense qu'on va Oui, trouver. oui, il n'y a pas de souci. Bah, on peut attendre. Ouais. Oui, là, c'est bon, on s'est stabilisé autour de 13 Alors, réponses. yes. Effectivement, donc on est entre 4 et 10, donc le moins de 3, effectivement, c'est quand même pas beaucoup. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, hein, mais ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas trop de débat. Et après, on est plutôt entre 4 et 10. Ce qui est surprenant, c'est que la première fois qu'on a fait ce sondage, on avait pas mal de réponses à 10 ou plus de 10, alors que là, assez peu. Mais en fait, ça va beaucoup dépendre des secteurs d'activité, ça va dépendre de ce que vont faire les personnes. Ça va dépendre aussi, alors, ça va dépendre aussi de ce qu'on demande aux managers, parce que je pense donner l'exemple de ce qui se pratique chez QuickMS. Les managers, en fait, on leur demande pas que d'encadrer. C'est pas juste d'encadrer, c'est un sacré boulot d'encadrer déjà, hein. Mais on leur demande pas d'encadrer uniquement, on leur demande de produire aussi, de produire, par exemple, moi je suis chef de produit, je vais avoir des tests à faire, des formations de clients, et donc forcément, ça limite beaucoup plus le nombre de personnes qu'on peut encadrer. Donc ça va, voilà, la façon dont est organisée l'activité va forcément beaucoup influencer la réponse. On a aussi un retour de Michael Rapide qui nous dit que oui, cela ne dépend aussi des métiers, donc il est Bien d'accord sûr, avec ce que tu nous dis. effectivement. Allez, on arrive sur notre dernier indicateur. Alors, le temps partiel. Donc ça, c'est important de bien monitorer du coup la répartition du temps de travail dans votre entreprise. Et donc là, cette fois, au lieu d'aller regarder la composition de vos effectifs par genre, par statut conventionnel, etc., là, on va regarder par temps de travail. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de regarder, vous voyez que les couleurs, en fait, correspondent à différents temps de travail. Donc, dans votre effectif, chaque société, on décompose son effectif en fonction des temps de travail contractuels et non pas du temps de travail réel, pour en savoir un peu plus. Alors, ce qui, évidemment, en fonction de l'appareil du secteur d'activité, ça peut être une politique d'encourager le temps partiel, et ça peut avoir des intérêts. Après, il faut faire attention parce que le coût de gestion d'un temps partiel est le même qu'un temps complet. Donc, forcément, comme en face, vous avez moins de temps de travail, ce coût de gestion va être moins rentable pour un temps partiel que pour un temps complet. Donc, il va falloir quand même surveiller ça. Et on va dire que dans des sociétés traditionnelles, on va plutôt favoriser des temps complets ou des temps partiels avec une grosse proportion de temps de travail. Donc à 0,8 par exemple, par rapport à des temps partiels faibles. Voilà, donc aller vers un maximum de temps plein, à modérer bien sûr. Il peut y avoir des secteurs dans lesquels, ou des types d'activités dans lesquels ça n'a pas d'intérêt. Alors pour notre benchmark, donc sur nos benchmarks clients, on est sur 22% des CDI en temps partiel. Donc c'est quand même significatif, on est presque à un quart des CDI en temps partiel. Voilà, donc on a fait le tour de nos 10 indicateurs. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Vous avez pas mal participé et franchement, ça fait plaisir d'avoir des questions, des réactions. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Alors, on vous a présenté tout ça. Vous avez le lien que vous avons envoyé, Aziza, dans le chat déjà et qui sera présent dans la présentation, qui vous permettra d'accéder à tous nos webinars et de vous y inscrire.
Et ce qu'on peut vous proposer maintenant, là, c'est de faire une petite démo de notre outil. Donc, bien évidemment, comme ce n'est pas le sujet du webinaire à l'origine, ce que je vous propose, c'est de nous dire dans le chat si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, si ça intéresse ne serait-ce qu'une personne, hein, on fait la démo, il n'y a pas de problème. Et pour les autres, on vous dit au revoir et on vous dit merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, Aziza, je te laisse la parole pour la suite, si on a pour savoir si on a des participants qui souhaitent une démo. Yes, oui, on a Stéphanie qui est intéressée. Donc, on va juste laisser un peu le temps aux personnes qui veulent rester et aux personnes qui veulent partir. Si tu veux, entre-temps, je partage mon écran. Allez. Hop. Tu me dis si tu vois mon écran. Ouais, c'est bon. Nickel, parfait. Alors, hop. Donc, moi, je vais vous faire une démo très, très rapide. Hein, ça va prendre 10 à 15 minutes pour vous présenter notre outil. Donc, Graphic, c'est un outil SaaS qui, grâce à la DSN, automatise les indicateurs sociaux qui vont alimenter des tableaux de bord et des rapports RH type BDESE, bilan social ou index égalité femmes 1. Le principe général, c'est de déposer vos DSN ici via ce petit nuage-là. Donc, le format de la DSN, c'est celui que vous connaissez déjà. Hein, c'est donc le format brut .dsn, .txt ou .edi. Donc, on vient ici, on vient de sélectionner nos fichiers. Et une fois qu'ils sont faits, donc on fait envoyer. Et ici, donc, on va avoir l'état de leur avancement. Donc, une fois les DSN chargés, vous avez donc l'ensemble des indicateurs qui seront recalculés automatiquement. Donc, on a à peu près 1500 indicateurs. Hein. Un point important à signaler, il n'y a pas de requête ou un retraitement de calcul ou n'importe quelle autre opération. C'est automatisé. Donc là, on peut venir jouer avec nos filtres. Ici, je rafraîchis et je vois que mes données se recalculent automatiquement. Donc là, on va s'intéresser à notre bibliothèque. Notre bibliothèque, c'est le module qui se trouve ici à gauche de votre écran. Dans notre bibliothèque des tableaux de bord, donc on a à peu près 70 tableaux de bord préconçus, rangés sous des thématiques, comme vous pouvez le voir ici. Comme le thème aujourd'hui, c'est sur les effectifs, donc on peut très, très bien rester dans cette branche-là et aller, par exemple, regarder un tableau de bord spécial effectif en ETP contrat. Donc, quand on l'ouvre, on a des données. Donc, ce sont des données qu'on a dans nos DSN qui ont été en fait retraitées et recalculées pour qu'elles puissent venir alimenter nos indicateurs. Ou dedans, donc j'ai une fonctionnalité qui s'appelle le drill down. Le drill down, qu'est-ce que c'est? C'est quand je clique sur mon indicateur graphique. En bas, j'ai une liste déroulante de l'ensemble de mes indicateurs, enfin de l'ensemble de mes collaborateurs qui sont concernés dans mon indicateur. Donc, comme ça, ce chiffre 4, je ne saurais pas en fait qui c'est qui se cache derrière. Également, mais pareil, donc ici en haut de votre écran, vous avez des filtres dynamiques, ce qu'on appelle des filtres dynamiques pour vous imaginer un peu en fait la chose. C'est un peu votre manette dans l'outil graphique. Donc, grâce à ça, ça va vous permettre de refaire un recalcul. Donc, ici, par exemple, si je veux faire un recalcul sur les 3 derniers mois, je rafraîchis et j'ai mes indicateurs qui se sont mis à jour. Donc voilà, en fait, l'outil se compose principalement de 2 parties. Donc la partie reporting des tableaux de bord qu'on vient de voir ici et également donc la partie rapport RH que je vais vous présenter. Sur le même principe que les tableaux de bord, on a une bibliothèque des rapports préconçus. Donc je me rends dans mon module bibliothèque aussi, où dedans je vais retrouver pas mal de rapports qui ont été préconçus, notamment des rapports obligatoires de type BDESE pour les plus de 50 collaborateurs, le bilan social pour les plus de 300 et l'index égalité femmes 1. Par exemple, ici, je viens dans mon petit champ de recherche, je tape BDESE et je viens cliquer sur voir. Et en cliquant sur voir, donc ma BDESE s'ouvre ici où je peux venir la visualiser.
Juste un point important, on a également aussi des rapports non obligatoires qu'on a mis à disposition, qu'on a jugé utiles. On va aller s'intéresser sur notre BDESE ici. Donc, notre modèle de BDESE est 100% conforme à la législation. Donc, vous n'avez pas de veille juridique à faire, on l'a fait à votre place. Le modèle est 100% modifiable pour s'adapter aux différents accords ou négociations que vous avez avec vos élus. Donc, notre BDESE se compose de 90 indicateurs et elle est faite à 80%. Elle est simple à utiliser par vos CSE et toute une personne externe à votre service RH. Donc, les 20% qui restent à votre charge sont des données de formation financière ou propres à votre entreprise, telles que la présentation ou également tout ce qui concerne en fait les organigrammes. Pour ce faire, notre BDESE est facile à manipuler et très intuitive. On vous a mis des indications pour faciliter le remplissage des rapports, comme vous pouvez le voir ici. Et on peut y retrouver plusieurs indications au fur et à mesure du document. Et également, donc, on a un menu burger ici en haut de notre écran, dans lequel on peut venir naviguer très facilement en cliquant sur les titres et ça va nous amener directement donc dans notre section en question. Donc voilà notre BDESE. Pour revenir sur l'outil et conclure très rapidement sur les étapes clés dans notre outil graphique. Donc, je dépose mes DACN via ce petit nuage ici. Mes indicateurs sont calculés de manière automatique. Je pilote mon entreprise avec mes tableaux de bord dynamiques. Je réponds à mes obligations légales BDESE, index, égalité femmes-hommes et bilan social. Tout ceci se fait dans une application intuitive et facile à prendre en main. Donc, si besoin, je vais vous mettre un lien en démo sur le webinar que vous pourrez en fait utiliser pour prendre un rendez-vous avec une personne de notre équipe. Donc, voilà, je retrouve mon onglet. Et également, Nicolas va vous partager donc un code que vous pourrez utiliser. Comme ça, vous aurez une remise de 10%. Voilà. Nicolas, juste, je ne t'entends pas, tu as le micro, il est coupé. Ouais. Donc, si vous prenez rendez-vous en utilisant le lien envoyé par Aziza sur ce webinaire, vous utilisez le code que je suis en train de vous envoyer. Donc, voilà. Donc, c'est welcome 10ms. Donc, si vous envoyez ça, vous communiquez ça à la personne de notre équipe qui prendra le rendez-vous, avec qui vous prenez rendez-vous. Vous aurez donc une réduction de 10% sur le prix de la licence de notre outil de reporting social. Ok. Alors, j'espère que on a été clair. Qu'on a été clair. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques secondes. Voilà, donc super. Je vois des retours qui arrivent. Bon, ok. Des remerciements. Merci Audrey également de la participation, d'être resté jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui sont restés. Et ben, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt, j'espère, sur d'autres webinaires sur les 10 indicateurs. À bientôt. Au revoir. Au revoir.